Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres de l'actualité. Entre Djibouti et le Yémen, un mémorandum d'accord a été signé pour renforcer la coopération dans les domaines des communications et des technologies de l'information. Au Mali, malgré le blocus imposé par les djihadistes, les écoles et certaines stations-service rouvrent progressivement, offrant un souffle de normalité à la population. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Bahdoune, a reçu hier dans ses bureaux une délégation yéménite conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, également ministre intérimaire des télécommunications et des technologies de l'information de la République du Yémen, Dr Wahed Abdallah Bazeid. Dès l'ouverture de la rencontre, le ministre djiboutien a souhaité la bienvenue à son homologue, saluant cette visite fraternelle qui illustre la profondeur des liens historiques entre Djibouti et le Yémen, ainsi que leur volonté commune de renforcer une coopération déjà solide. Les échanges ont porté sur l'état des relations bilatérales, plus particulièrement dans les domaines de la communication et des technologies de l'information, secteurs dans lesquels les deux pays ambitionnent de consolider leur partenariat. Au cours de l'entretien, le ministre Redouane Abdoulaye Bahdoune a présenté à son invité les avancées majeures réalisées par Djibouti ces 2 dernières décennies dans les secteurs relevant de son département. De son côté, le ministre yéménite a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux. La rencontre s'est conclue par la signature d'un mémorandum d'accord pour la coopération technique et technologique dans le domaine des communications entre Djibouti et le Yémen. Il est à noter que la délégation yéménite a également été reçue hier par le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Également dans l'actualité, le centre de formation de l'éducation nationale a abrité hier un important atelier de travail dans le cadre de la mission d'appui au dispositif national des évaluations du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Placé sous la supervision du secrétaire exécutif Saleh Alouane et en présence de la directrice du centre, Mme Nimra Douxié, cette rencontre a réuni des directeurs généraux et inspecteurs généraux du ministère, témoignant ainsi de l'importance stratégique accordée au renforcement du système national d'évaluation. L'objectif général de cette mission est de concevoir un plan d'action structuré et cohérent visant à renforcer les directions nationales d'évaluation afin qu'elles puissent jouer pleinement le rôle de relais opérationnel du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris dans la convention signée avec l'Agence française de développement, l'AFD, en vue d'améliorer la qualité et la pertinence des évaluations éducatives nationales. Également dans l'actualité, depuis près de 10 ans, la société Hamdani s'impose comme un acteur incontournable du développement urbain à Djibouti avec des projets ambitieux qui redessinent le paysage immobilier national. C'est un magazine de la rédaction, regardez. Depuis sa création en 2016, la société Hamdani s'est rapidement imposée comme un pilier dans le paysage du développement immobilier. Animée par la mission d'offrir des cadres de vie modernes et de qualité, sa vision est de transformer durablement le paysage urbain en créant des pôles résidentiels structurants et accessibles. Ce reportage se propose de mettre en lumière le chemin parcouru et les projets emblématiques qui témoignent de cette ambition. Démarré en 2016, le projet Rawabi PK12 fut le premier jalon du succès de la société Hamdani. Composé de 168 villas et appartements, il a rapidement créé un quartier moderne et résidentiel très prisé. Sa bonne accessibilité, du fait d'être situé au PK12, en fait un lieu stratégique. Aujourd'hui, avec la phase 3 en cours et 80 villas supplémentaires en construction, Rawabi PK12 confirme sa contribution à la création d'un nouveau pôle urbain. L'engagement de la société à rendre le logement moderne accessible se concrétise avec New City PK13.
Ce projet ambitieux prévoit 119 villas dont la phase 1 est déjà à moitié finalisée et livrée, le reste étant en cours de finition. L'objectif est atteint, proposer un cadre de vie moderne et accessible. New City PK13 s'affirme comme une nouvelle centralité urbaine dynamique au PK13. Future City PK15 est le projet majeur de la société, incarnant pleinement sa vision à long terme. Avec 250 villas prévues, il est conçu comme une véritable ville résidentielle durable. La phase 1 a été lancée et l'extension est actuellement en cours, préparant le terrain pour un développement qui s'inscrit dans la durée. L'action de la société Hamdani dépasse la simple construction de bâtiments. Elle est un véritable moteur de développement socio-économique. Bien que le décompte exact soit en constante évolution avec les phases en cours, le nombre total de logements déjà construits et livrés a permis à des centaines de familles d'améliorer significativement leurs conditions de logement. De plus, les chantiers ont généré un nombre important d'emplois, directs et indirects, stimulant ainsi l'économie locale. Globalement, les projets mis en œuvre par la société ont un impact structurant, contribuant massivement à la modernisation du secteur immobilier local en élevant les standards de qualité, d'urbanisme et d'accessibilité. Le regard de la société est résolument tourné vers l'avenir. Sa priorité immédiate est la finalisation des phases en cours. Rawabi PK12 phase 3, New City PK13 et l'extension de Future City PK15. Après 2025, la société a déjà de nouveaux projets envisagés, tous guidés par l'objectif de renforcer la qualité, la durabilité et l'innovation dans ses constructions. La société compte poursuivre sur cette lancée en continuant à explorer des solutions avant-gardistes pour des villes plus vertes, plus intelligentes et toujours plus agréables à vivre. أهلا وسهلا فيكم في مدينة نيو سيتي. Bienvenue à New City, l'un des projets les plus importants et les plus réussis à Djibouti. La première phase du projet comprend 110 villas pour un total de 220 villas dans l'ensemble du développement. À ce jour, nous avons achevé plus de 110% des travaux de la première phase et les résidents ont déjà commencé à s'y installer. La ville comprend également 10 immeubles comportant 60 appartements résidentiels et 60 locaux commerciaux, ainsi qu'un terrain de jeu pour enfants et le premier parc de patinage de Djibouti. Nous poursuivons nos efforts afin d'offrir toujours le meilleur. Depuis 2016, le bilan est plus que positif. La société Hamdani a démontré sa capacité à transformer l'ambition en réalité. En s'appuyant sur une vision à long terme et la réalisation de projets structurants, elle est fière aujourd'hui d'être devenue un acteur majeur du développement urbain. Et selon ses responsables, la société continuera à bâtir non seulement des maisons, mais les fondations d'un avenir urbain meilleur pour tous. L'équipe médicale du centre médico-hospitalier d'Arta, en collaboration avec l'équipe médicale chinoise de l'hôpital Pelletier, a organisé une caravane médicale au profit des habitants de la ville d'Arta et de ses environs. Cette initiative a permis d'offrir des consultations spécialisées dans plusieurs disciplines, notamment en stomatologie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie, orthopédie, cardiologie, ainsi qu'en médecine traditionnelle. La caravane a été accueillie chaleureusement par le médecin-chef de la région d'Arta, en présence des autorités administratives et des leaders communautaires. La population, venue en grand nombre, a pu bénéficier de soins de qualité prodigués par l'équipe médicale chinoise. À l'issue de cette mission, les responsables régionaux ont exprimé leur profonde gratitude envers les médecins chinois pour cette initiative solidaire et humanitaire qui contribue au renforcement de la coopération sanitaire et à l'amélioration de l'accès aux soins pour les habitants de la région. Et nous poursuivons cette édition avec cette cérémonie de commémoration de l'armistice de ce 11 novembre à la place de la Malmaison. Ce matin, mardi 11 novembre 2025, la place de la Malmaison a accueilli la cérémonie militaire organisée par l'ambassade de France à Djibouti et les forces françaises stationnées à Djibouti. Eh bien, à l'occasion de la commémoration de l'armistice de
1918. Présidé par le général de division aérienne Sébastien Lavalette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, et en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, la cérémonie a réuni des militaires djiboutiens et français, des représentants des autorités locales, ainsi que des membres de la communauté djiboutienne. Un hommage particulier a été rendu à l'adjudant-chef Hussein Kari Elmi, dernier vétéran du bataillon de tirailleurs somalis, disparu le 6 février dernier. Né en 1924, il s'était engagé en février 1944 et avait débarqué en France l'année suivante. Il participa au combat de la Pointe de Grave et de Soulac du 15 au 21 avril 1945, puis aux opérations de réduction de la poche de La Rochelle. De retour à Djibouti, il fut affecté au groupe nomade autonome et termina sa carrière en 1969 avec le grade d'adjudant-chef. Dans son allocution, le général Valette a salué la mémoire des combattants et rappelé l'importance de préserver la mémoire collective, symbole du sacrifice et du courage de ceux qui ont servi la liberté. Cette cérémonie a également mis à l'honneur la jeunesse djiboutienne et française, représentée par les membres de l'escadrille Air Jeunesse, du brevet d'initiation aéronautique et de la classe de défense. Leur présence a incarné la transmission des valeurs de mémoire, d'engagement et de solidarité entre les générations. Ces jeunes ont pu longuement échanger avec les anciens combattants présents, recueillant leurs témoignages et exprimant leur admiration pour leur bravoure et leur dévouement. Ces moments de partage et d'émotion ont rappelé que la mémoire se nourrit de la rencontre et de l'écoute. En marge de la cérémonie, une exposition dédiée au bataillon des tirailleurs somalis a été présentée à travers des photographies et des témoignages d'époque. Elle retrace le parcours exemplaire de ces soldats venus de la Corne de l'Afrique pour défendre la liberté. Cette exposition a suscité un vif intérêt parmi les participants, offrant à chacun l'occasion de mesurer la contribution essentielle des tirailleurs somalis à l'histoire commune de Djibouti et de la France. Nous vous proposons à présent d'écouter un extrait du général de division aérienne Sébastien Lavalette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, qui revient sur la portée symbolique de cette cérémonie. Je crois qu'il est important de collectivement se souvenir de ce qui a pu se passer par le passé, des morts, des blessés, de ceux qui ont donné leur vie, et évidemment la présence de nos anciens combattants qui sont ici à mes côtés à gauche, qui sont toujours fidèles, toujours présents dans ces cérémonies commémoratives, parce qu'eux savent, ils l'ont vécu dans leur chair, ce que représente le combat et la guerre. C'est évidemment aussi le cas, et je voudrais les mettre à l'honneur, et je vois avec plaisir qu'ils se sont alignés sans ordre. C'est évidemment ceux qui ont été décorés ce matin, mis à l'honneur pour les services qu'ils ont rendus sous l'uniforme. Je crois que c'est important d'avoir avec nous à la fois la mémoire qui est ici présente au travers de quelques panneaux et qui est vécue aussi par les archives nationales, dont je salue aussi la présence ici à Djibouti, puisque connaître son histoire est fondamental pour faire face à son avenir. Et puis évidemment, ce trait d'union, c'est la jeunesse. Et vous avez vu sur les rangs, alors je ne sais pas s'ils sont avec nous ce matin, mais on avait des tout jeunes, des escadrilles Air Jeunesse, un dispositif que l'Armée de l'air et de l'espace a mis en place pour faire ce trait d'union justement entre les jeunes des écoles et le monde combattant. Et en fait, c'est ça qui crée à la fin une nation, pour que dans les moments difficiles, on soit capable de faire face et de comprendre la situation. Et enfin, place aux réactions des anciens combattants, émus par l'hommage rendu à leurs frères d'armes et par la présence des jeunes générations venues partager ce moment de mémoire. À la une également, l'Institut français de Djibouti a accueilli hier une soirée entièrement dédiée à la culture japonaise, organisée par l'ambassade du Japon. L'événement, qui a débuté en fin d'après-midi, a offert au public djiboutien une véritable immersion dans la culture nippone à travers des ateliers interactifs, des démonstrations artistiques et des moments d'échange chaleureux. Conçu comme un espace
de partage et de découverte. Cette rencontre a permis aux visiteurs de se familiariser avec les traditions japonaises dans une ambiance à la fois conviviale et pédagogique. Plusieurs stands installés dans l'institut ont permis de découvrir différentes facettes du Japon. Parmi eux, un atelier photo a particulièrement séduit le public. Les participants pouvaient revêtir des kimonos ou des happi, vêtements traditionnels japonais, et immortaliser l'instant dans un décor inspiré du pays du soleil levant. Un peu plus loin, une table était dédiée au soroban, l'art japonais du calcul au boulier. Des jeunes Djiboutiens y ont démontré leur adresse et leur rapidité sous le regard admiratif d'un professionnel japonais spécialement venu pour encadrer l'activité. Autre moment fort de la soirée, la librairie japonaise éphémère installée pour l'occasion. Les visiteurs y ont découvert une large sélection d'ouvrages de la calligraphie à l'origami, en passant par les mangas, les livres pour enfants et divers ouvrages culturels. Et bien par la suite, le café polyglotte japonais a réuni les passionnés de langue et de culture autour d'une tasse de thé, favorisant des échanges simples et spontanés entre locuteurs et apprenants. Puis la soirée s'est clôturée sur une note poétique et musicale avec un concert de musique traditionnelle japonaise qui a captivé le public par sa douceur et son authenticité. En réunissant enfants, jeunes et adultes autour d'activités participatives, l'ambassade du Japon a réussi à transformer cette soirée en une véritable passerelle culturelle entre Djibouti et le Japon. Et nous poursuivons avec cet atelier de validation du plan d'action communautaire à Alice Abié. Le siège du conseil régional a accueilli un atelier de validation du plan d'action communautaire pour la ville d'Alice Abié, la localité rurale de Doubalale. Cette rencontre a réuni le préfet de la région, Abdulmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional de la décentralisation, Cheikh Hassan Lale, le directeur général de l'agence djiboutienne pour le développement social, la DDS, Mahdi Mohamed Jama, ainsi que le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, François Fougère. La DDS a présenté une stratégie innovante consistant à consulter directement les citoyens afin qu'ils définissent les projets sociaux prioritaires à mettre en œuvre dans leur communauté. Pendant 4 jours, les représentants de la société civile d'Alice Abié et de Doubalale ont participé à des consultations communautaires et à des sessions de renforcement des capacités des comités locaux. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre l'OIM et la DDS, vise à renforcer les structures locales grâce à une approche participative et inclusive pour un développement durable. Au Mali, plusieurs écoles et stations de service sont rouvertes après 2 semaines de paralysie causée par le blocus imposé à Bamako par les groupes djihadistes du GINM. Ce siège a provoqué une grave pénurie de carburant, la destruction de plus d'une centaine de camions-citernes et l'enlèvement de plusieurs chauffeurs. Face à la situation, l'Union africaine appelle à une action internationale urgente contre l'extrémisme, tandis que plusieurs pays recommandent à leurs ressortissants de quitter le territoire. Et à Gaza, la ville fait face à une grave crise environnementale alors que les équipes d'assainissement ne peuvent plus accéder au site de traitement des déchets bloqués par l'armée israélienne. L'accumulation des ordures provoque la diffusion de gaz toxiques, la prolifération d'insectes et de fortes odeurs, aggravant donc des conditions de vie déjà précaires. Les habitants redoutent désormais une recrudescence des maladies, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. À Gaza, toujours, les familles palestiniennes vivent un véritable calvaire en tentant d'identifier les corps de leurs proches restitués par Israël, souvent méconnaissables à cause des violences subies. Dans les hôpitaux, elles scrutent des images difficiles à déchiffrer, accompagnées de codes numériques pour retrouver un indice sur l'identité de leurs disparus. Ce rituel douloureux révèle l'ampleur des souffrances humaines laissées par la guerre. Et enfin, pour clore ce journal, au Brésil, le raid policier le plus meurtrier de l'histoire de Rio de Janeiro a fait 121 morts, mais n'a ni capturé ni tué les chefs du gang visés. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre attention.